régression. Un certain nombre de questions vous ont été posées pêle-mêle. Junior Boissa Ngouma, qui indique qu'il manque la présentation de la compétence consultative de la Cour, notamment de la Cour africaine. Monsieur le juge, cette question s'adresse à Blaise Tikaya, mais je pense qu'il a répondu, il répondra encore davantage là-dessus. Monsieur Faye, qui pose la question de la force exécutoire des décisions de la Cour, notamment des décisions de la Cour de justice ou des décisions de la Cour africaine, sans doute. Est-ce que la Cour peut contraindre un État à exécuter cette décision? Le même monsieur Faye intervient à nouveau pour dire est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de créer une chambre d'appel à la Cour pour permettre aux partis d'user de leur droit à un recours effectif. Une question qui s'adresse plus spécifiquement à Jean-François Kandji. Non, plutôt c'est moi qui lui disais qu'il y avait une dizaine de minutes. Monsieur Banze qui dit est-ce qu'il ne faut pas craindre que la compétence des cours communautaires en matière de droits de l'homme ne vienne à concurrencer celle de la Cour africaine et créer ainsi une dissonance dans la jurisprudence des droits de l'homme? C'est toute la problématique qui a été évoquée par Jean-François Kandji. Séraphin Yoboué qui nous dit, cette question s'adresse également à Jean-François, après tout, ma question est la suivante. Est-ce que l'abolition de la règle de l'épuisement des voies de recours internes, telle que théorisée par le juge communautaire ouest-africain dans l'affaire Adidiatou Mani Kouraou contre République du Niger, ne serait pas une interprétation extensive du principe, une interprétation extensive du principe, du coup la question m'échappe, du principe de subsidiarité? Ou encore, peut-on parler d'une subsidiarité à la ouest-africaine? Tchetoun Leslie Kwiti, sa question s'adresse donc à tous les intervenants, à tous les intervenants ici, au niveau de la Cour, de justice de la CEDEAO. Il indique qu'il y a des requêtes des citoyens, notamment l'affaire Femi Falana, affaire Atabon, qui demande donc en substance de faire annuler l'article portant sur la déclaration de compétences des États. Ces requêtes ont abouti à des décisions portant sur l'incompétence de la Cour l'incompétence de la Cour, l'article portant sur la déclaration de compétences des États. Ces requêtes ont abouti à des décisions. Ils se demandent pourquoi la Cour n'a pas saisi certaines occasions pour reconsidérer la question de la déclaration de compétences, dans la mesure où cette condition ralentit, voire limite fortement l'action de la Cour pour connaître des affaires importantes. Et Moussa Kamara qui demande est-ce que la Cour a déjà statué sur une affaire de terrorisme? Sa question s'adresse donc au juge Blaise Tikaya. Une autre question, quelles sont les tendances jurisprudentielles de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? À partir de ces tendances, peut-on entrevoir la politique jurisprudentielle à venir de la Cour africaine des droits de l'homme? C'est une question qui a été posée par Dr Elundou Aimé. La dernière question s'adresse donc à Blaise Tikaya. Pourquoi la Cour est timide sur la question des pratiques coutumières néfastes, notamment dans l'affaire APDF et IHRDA contre Mali? La Cour a prononcé la condamnation du Mali, mais aucune réparation pécuniaire. 10 ans après l'affaire Adidiatou contre État du Niger, qui a été rendue donc par la Cour de justice de la CEDEAO, il n'y a pas une avancée réelle sur cette question. Sawadogo Dieudonné qui dit que dans l'introduction, vous avez évoqué le rôle contesté de la Cour. Comment expliquez-vous cette assertion, d'autant plus que ces États ont entendu se voir liés par des décisions lorsqu'ils ont consenti à leur création? Par ailleurs, en quoi le juge de la CEDEAO est fondé à indiquer les mesures qui touchent aux matières relevant de la sûreté des 10 États?
Et je ne sais pas si je peux poser toutes les questions. Dernière question, hein, parce que là, il y en a plein. Monsieur Akandi peut-il revenir sur la contestation des décisions des juridictions sous-régionales, Cour constitutionnelle nationale, fondées sur la violation des droits de l'homme? Voilà, pêle-mêle. Donc, Blaise Tikaya, dans un premier temps, pour 3 minutes, 5 minutes. Jean-François, 5 minutes. Et Zongo, 5 minutes. Merci, Président. Mais vous nous mettez la barre trop haute, plutôt trop basse, je dirais, puisque 3 minutes, il me semble que les questions ont la particularité d'être à la fois intéressantes, mais également nous demanderaient d'avoir davantage de temps. Mais je vais essayer d'y répondre brièvement, en tout cas sur certaines d'entre elles, qui me semblent être d'une certaine urgence à la compréhension. Sur l'aspect consultatif de la Cour, je l'ai évoqué, mais je ne m'y suis pas étendu parce que j'ai toujours considéré qu'une juridiction, c'est d'abord sa fonction contentieuse qui est la plus importante. Mais la Cour, le rédacteur conventionnel du protocole a prévu effectivement une compétence consultative de la Cour, et la Cour est particulièrement saisie sur la base de cette compétence, et elle vient de rendre une affaire qui concerne le vagabondage, par exemple, une dernière affaire sur laquelle la Cour a reconnu que le vagabondage connaissait un traitement qui était trop aléatoire, trop hasardeux et quelquefois conduisait à des excès de droit qui pouvaient porter atteinte à des droits de l'homme dans de nombreux pays africains. Et le vagabondage était assimilé à un crime ou à des délits. Et dans différents textes pénaux des États africains. Et la Cour a absolument fait un avis consultatif qui va à l'encontre de cette tendance de nos États. Mais je faisais une opinion individuelle dans cet avis parce que je considérais que la Cour aurait pu mettre davantage en perspective cet avis, mais j'étais absolument d'accord avec les honorables juges de la Cour pour la position globale et unanime qu'ils avaient eue dans le cadre de cet avis sur le vagabondage, qui est au demeurant disponible sur le site de la Cour. Donc, c'est une des compétences de la Cour, et la Cour est abondamment saisie pour des avis consultatifs. Alors, l'autre question, mais je peux y revenir si la personne souhaite bien qu'on en débatte, ce serait avec plaisir que je débattrai avec elle. Sur la question relative à la force exécutoire, alors, c'est je dirais, le serpent de mer, mais qui ne concerne pas que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce que vous savez que dans le domaine international, l'application des décisions remonte, on peut remonter des affaires de 1955 à la Cour internationale de justice. L'affaire Aya de la Torre, c'est une affaire sur l'application d'une décision de la Cour. Et effectivement, la Cour, les textes du protocole sont assez clairs. La Cour a une compétence en dernier ressort. Les décisions de la Cour sont sans appel. La Cour rend des décisions définitives. Il n'y a pas de recours possible sur toutes ces décisions rendues par la Cour. En cas de contestation, un individu ou un organisme pourrait seulement saisir D'ailleurs, pas du tout, il ne peut pas saisir directement le Conseil exécutif. Le Conseil exécutif a la compétence d'application des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour n'est pas un juge d'exécution. Il n'y a pas de voie d'exécution dans le domaine international. Alors, c'est le Conseil de sécurité pour les Nations Unies, et pour la Cour africaine, c'est le Conseil exécutif. Donc, il y a le second organe de l'Union africaine qui doit réveiller les États pour ceux des États qui ont été condamnés par une affaire de la Cour africaine et des peuples. Alors, si je mettais sur une jauge, sur une balance pour apprécier
l'aspect application des décisions de la Cour, je dirais que finalement, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ne s'en tire pas tout à fait mal. Parce que je vois comment est-ce que les États se défendent généralement dans des débats qui sont très importants à la conférence ou au conseil exécutif de l'Union africaine pour dire pourquoi ils n'exécutent pas les décisions. Ce débat-là me paraît être quand même plutôt moderne, plutôt actuel. C'est-à-dire une personne qui doit exécuter une décision de la Cour s'explique auprès de ses collègues pourquoi il ne le fait pas. Et à l'Union africaine, c'est ce qui se passe. Lorsqu'un État ne respecte pas, ou je ne vais pas citer de nom de pays qui n'auraient pas respecté des décisions de la Cour, mais je pense que les uns et les autres connaissent quelques États qui pourraient donner matière à explication là-dessus. Ils se sont expliqués devant l'organisation panafricaine. Pourquoi? Et le système est clair. Lorsqu'une décision au bénéfice d'un individu n'est pas appliquée par son pays, le seul moyen, c'est le conseil exécutif. La Cour peut, à la marge, donner des explications, proposer des techniques pour aider, donner des conseils. Et d'ailleurs, les dispositions de l'article 39 et 40 du protocole donnent des éléments un peu à la Cour pour pouvoir faire des propositions. Mais des propositions, la Cour en fait. Mais il y a certaines affaires que je n'aimerais pas citer par discrétion, ont présenté davantage de difficultés que d'autres. Bon, maintenant, pourquoi les États le font? Et c'est l'autre question qui venait. Pourquoi les États ont-ils parfois cette attitude plutôt que de n'en avoir d'autres, alors qu'ils sont États signataires ou ratificateurs du traité ou du protocole? Ça, mystère et boule de cristal, je dirais, il faut chercher pourquoi les États ne respectent pas les conventions internationales. Ça, et bien malheureusement, c'est comme ça. L'État, ce n'est pas un sujet de droit international comme les autres, c'est un sujet souverain. Et lorsqu'il estime que, pour une raison, je ne suis pas en train d'encourager le fait que l'on n'applique pas les décisions de la Cour, mais ça relève de la souveraineté des États. Ce sont les États qui décident. Et lorsque l'État estime que cela ne va pas dans le sens de la souveraineté, ou le gouvernement du pays estime qu'il y a un problème à ce qu'il puisse exécuter, mais c'est la souveraineté de l'État. Et puis c'est par ailleurs le même État qui a accepté d'être jugé devant la Cour africaine. Vous comprenez, on est dans un système et il faut le comprendre, ce système-là. Alors, s'agissant, je vais peut-être laisser la parole aux autres, je vais prendre la dernière question peut-être. Ah oui, je vais répondre peut-être sur la question des tendances à la Cour. J'évoque la question Femi Felana, puisque dans cette affaire de 2013 ou 2014, la Cour s'était prononcée finalement en termes d'irrecevabilité. Juridiquement, je veux dire de l'ex lata, cela me semble tout à fait conforme au droit. C'est l'état du droit à ce moment-là. Ce requérant demandait à ce que l'Union africaine puisse se comporter comme étant un État membre. Non, c'est un organisme d'État. Les affaires de l'Union africaine et les affaires des États membres, même si l'Union africaine constitue une collectivité d'États africains, on ne pouvait pas confondre les deux aspects. Il me semble que Femi Felana, c'est essentiellement cela, c'est la distinction entre les organisations au sein desquelles les États se trouvent et les problèmes propres aux États. Il y a une distinction à faire de ce point de vue-là, mais on pourra en discuter si celui qui pose la question le souhaite. Alors, le dernier point sur lequel, c'était sur les tendances de la Cour. J'aimerais bien dire un mot là-dessus, parce que nous avons pas mal travaillé là-dessus. Nous avons remarqué que la Cour prend un tournant à partir de 2015, dans le cadre de l'affaire Nzongo, et puis à partir 2-3 ans plus tard, c'est-à-dire 2018, au moment où je viens à la Cour en 2018, il y a une tendance particulière de la Cour qui montre que les affaires de nature politique ou des droits politiques, les droits civils avec implication politique viennent beaucoup devant la Cour. C'est peut-être, je dirais, la nouvelle tendance.
Du point de vue procédural, en droit processuel, ce qui se passe aujourd'hui à la Cour, c'est la tendance à demander beaucoup de mesures provisoires. Ceci, je dis très honnêtement, vraiment complique le travail judiciaire de la Cour, parce que cela signifie que la Cour, qui a une affaire, doit extraire dans une affaire les possibilités pour prendre des mesures provisoires ou pas, avant de dire droit, avant d'examiner le fond de l'affaire. On demande à la Cour de prendre des mesures provisoires, sans pourtant anticiper sa décision au fond. C'est un exercice intellectuel quand même qui peut être ardu, mais la Cour ne peut pas reculer puisque c'est une disposition prévue par le protocole et la Cour répond aux mesures provisoires qui lui sont demandées. Et généralement, ces demandes de mesures provisoires sont ponctuées par une date des élections, puisque je vous ai dit qu'il y a une tendance aux affaires politiques. Donc, il y a une date d'élection et la Cour se trouve en quelque sorte à travailler en urgence pour répondre aux mesures provisoires afin que celles-ci n'interviennent pas après le dépassement des élections présidentielles ou des élections législatives. Donc, c'est une difficulté majeure sur laquelle la Cour travaille actuellement assez. Et puis, il y a une question un peu traditionnelle sur ce point, c'est la question sur le délai raisonnable, qui est une question qui se présente à la Cour, parce que le délai raisonnable à l'Union africaine, vous savez, c'est 6 mois, mais la Cour a estimé que les 6 mois n'étaient pas assez suffisants pour le cas de l'Afrique, et on réfléchit plutôt au cas par cas et on essaie de voir. Est-ce que vous m'entendez? Nos auditeurs ont été très, très attentionnés par rapport à tout ce que nous avons dit, Président. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-François Kandji. Oui, merci, Président. Et il s'est vraiment promis, je serai court dans mes réponses. Les promesses de caresse ça. Alors, je vais essayer de répondre à trois questions peut-être. D'abord, le point sur la force exécutoire. La question a été posée en termes de force exécutoire. Les données, évidemment, sont différentes d'une juridiction à l'autre. Tout dépend des textes. Et pour ce qui concerne, par exemple, la Cour de justice de la CEDEAO, je précise ici que c'est le protocole additionnel lui-même qui prévoit que les décisions de la Cour ont un caractère exécutoire. Ils ne disent pas qu'ils sont dotés de la force exécutoire. Ils ont un caractère exécutoire. Ça veut dire quoi? En tout cas, quelle est la conséquence de cette disposition? C'est que ça ne veut pas dire du tout que la CEDEAO doit mobiliser la force ou assume l'obligation de mobiliser la force au soutien de l'exécution des décisions de justice. Parce que ce que vient de dire le juge à la Cour africaine des droits de l'homme vaut aussi pour la Cour de justice de la CEDEAO, mais la particularité est que dès lors que le protocole prévoit que les décisions ont un caractère exécutoire, cela donne possibilité au plan national de mettre en branle, cela fait obligation aux États de mettre en mouvement les voies d'exécution nationale au profit de l'exécution des décisions de justice. Vous me direz, l'État, c'est laissé au libre arbitre de l'État. L'État va décider ou non de déférer à cela, mais il n'en demeure pas moins que, et c'est peut-être là que vient la différence, il y a un élément, cela dépend d'une conséquence juridique qui est que une action juridictionnelle peut être possible pour engager la responsabilité de l'État pour manquement à cette obligation-là. Autrement dit, saisir le juge administratif, constater que
l'État n'a pas fait le nécessaire pour que les décisions soient exécutées, contrairement à ce à quoi il s'est engagé en vertu du protocole. Et donc, il y a le recours en responsabilité de l'État, que les uns et les autres connaissent, qui est un recours en réparation essentiellement. Mais il y a des voies, cela permet de mobiliser des moyens juridiques et des recours juridiques au plan interne pour ce qui concerne la Cour de justice, la CEDEAO. Mais je le répète, ce sont des solutions qui sont des solutions spécifiques d'une cour à l'autre. Et puis, le deuxième élément sur lequel je voulais dire un mot, c'est sur la question sur la concurrence entre la Cour, non, ça c'est la troisième, la question de la condition d'épuisement des recours préalables, d'épuisement préalable des recours internes. La personne qui a posé cette question, j'ai cru comprendre qu'elle se demandait pourquoi l'épuisement des recours internes, pourquoi l'interprétation, pensait que cela résultait de l'interprétation de la Cour elle-même, et on se demandait par ailleurs si ce n'était pas là une manière de ouest-africaine de concevoir la subsidiarité. C'est à peu près ce que j'ai compris de la question, mais je dois dire que tout d'abord, la Cour n'applique pas cette condition-là parce que ce n'est pas une condition textuelle. Donc tous les systèmes où cette condition s'impose, elle est devenue une règle générale de droit international parce que tous les textes de droit international général le reprennent. Et tous les traités de droits de l'homme le prévoient. Et par voie de conséquence, ils s'imposent. Mais ça ne veut pas dire, nous sommes en matière de droits de l'homme, nous sommes dans des systèmes où il faut tenir compte de la règle qui gouverne le droit des traités, qui est celui de l'effet relatif des traités. Chaque traité international lie les États aux engagements qui sont pris et les rattache à un organe déterminé. Ça ne veut pas dire que les États il leur est interdit de prévoir autre chose dans le cadre d'un autre traité. Il se trouve que concrètement, dans le cadre de la CEDEAO, ni le protocole additionnel, ni le règlement de la Cour, ni aucun autre instrument juridique qui prévoit les conditions de recevabilité n'inclut cet élément dans les conditions de recevabilité. Donc la Cour, dès lors que ce n'est pas inclus, comment voulez-vous que la Cour d'elle-même puisse inventer une condition de recevabilité et l'imposer aux parties? Et donc c'est là l'origine. Mais d'une certaine manière, je me dis que en réfléchissant bien, en raisonnant d'une certaine manière, que cela n'est pas choquant. Et cela pourrait très bien ne pas être regardé comme une dérogation au droit international général, parce qu'après tout, la Cour, ici, est la juridiction d'un ordre juridique communautaire qui prétend ne pas relever du droit international et qui prétend entretenir avec le droit national des rapports d'une autre nature, c'est-à-dire des rapports de type plus direct, sans s'appesantir, sans être freiné de la même manière qu'au droit international général par la souveraineté des États. Donc, bon, c'est une piste de réflexion. Ça peut se débattre. Ça peut se débattre. Voilà. Ça, c'est ce que nous allons débattre quand nous aurons fini. Je voulais provoquer notre juge. Et puis, dernier point sur lequel je serai encore plus bref, c'est que sur la question de la concurrence entre la Cour africaine des droits de l'homme et les juridictions, les cours régionales, c'est un fait. Et c'est même, je dirais, c'est la vie qui est comme ça. Lorsque vous mettez les compétences pas identiques, mais sur un même objet, que vous les conférez à des institutions différentes, vous avez nécessairement un effet de concurrence. Et c'est un effet de concurrence, la question est de savoir si cette concurrence est néfaste ou si elle est positive. Et pour répondre à cette question, je constate d'abord que pour l'instant, la dynamique de la jurisprudence des cours régionales, aucune cour régionale ne s'est inscrite frontalement en travers ou contre une jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme. Ce n'est pas la tendance générale. Lorsqu'on regarde bien l'interprétation de ces cours, des juges de ces cours, est toujours une interprétation qui essaye de suivre la jurisprudence de la Cour africaine, de la concilier avec les exigences d'autres traités internationaux. Et donc, c'est une tendance plutôt vertueuse que j'observe aujourd'hui, et il faut souhaiter que cela se poursuive. Mais tout cela se travaille, il n'est pas seulement une question de droit. Je pense que pour que les jurisprudences soient convergentes, il faut la compréhension entre ceux qui font la jurisprudence.
Et qui dit compréhension entre ceux qui font la jurisprudence, ça veut dire qu'il faut qu'ils se connaissent, qu'ils se fréquentent, qu'ils s'expliquent mutuellement les tendances de leur jurisprudence. C'est le sens de ces différentes réunions qui réunissent les juges de la Cour africaine avec des juges régionaux, éventuellement avec des juges nationaux, éventuellement avec des juges d'autres continents. Et tout ça n'apparaît pas, heureusement d'ailleurs, n'apparaît pas forcément au plan du droit positif, mais ce sont des leviers très importants de compréhension des tendances de convergence. Et je m'en réjouis, en tout cas pour répondre, moi, je constate aujourd'hui des convergences qui sont heureuses, des tendances convergentes, et je souhaite que ça se poursuive. Et j'aurais dépassé mon temps si j'avais répondu à la question qui concernait les contestations par les cours constitutionnelles, mais vu que celle qui a posé la question n'a pas indiqué dans quel sens, je m'arrête ici et je cesserai seulement mes présidents. Merci beaucoup. Zongo. Merci, merci M. Konaté. Alors, je vais répondre vite fait aux questions qui ont été posées. Sur la question du fait de ne pas craindre, est-ce qu'on ne pourrait pas craindre la concurrence? Je pense que le professeur Akanji Kombe en a largement mais je me permets d'ajouter qu'à mon humble avis, cette situation de concurrence, elle existe aussi, hein, parce qu'on n'a pas, quand on a accordé cette compétence en matière de droits de l'homme à la Cour de justice de la CEDEAO, à mon avis, on l'a un peu mal faite. On l'a faite en ouvrant largement cette compétence, alors qu'on aurait très bien pu le faire en suivant un peu le modèle donné par la Cour de justice de l'Union européenne, qui est également compétente, hein, en matière de droits de l'homme, au même titre que la Cour européenne des droits de l'homme, mais qui a une compétence limitée au champ d'application du droit de l'Union européenne. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire au niveau de la CEDEAO, en limitant la compétence de la Cour de la CEDEAO. Zongo? Est-ce que Zongo est là? Est-ce que vous m'entendez? Zongo n'est pas là? Zongo s'est coupé son micro. Il faut... Zongo? Bon, il a dû sortir. Est-ce que je peux... Oui. Allô? Est-ce que vous me recevez? Allez-y. Oui, désolé. Alors, donc, je disais que je pense que, comme je l'ai dit dans ma présentation, il y a essentiellement deux raisons à la contestation. D'abord, parce que les États considèrent que la Cour s'intéresse de plus en plus à des domaines réservés aux États. Et ensuite, parce qu'on considère qu'elle va un peu au-delà de ses compétences, hein, qu'elle exerce des compétences ultra-virès. Et j'aimerais citer les toutes récentes décisions qui ont un peu suscité cette fronde dans les affaires, notamment Soro Guillaume, Laurent Gbagbo, Sébastien Adjavon, hein, où la Cour, elle va, par exemple, demander aux États de suspendre, par exemple, le processus électoral en leur sein. Elle va jusqu'à demander de suspendre l'exécution du mandat d'arrêt délivré contre M. Soro Guillaume. Elle va jusqu'à demander à l'État ivoirien de suspendre la mention de la condamnation pénale dans les casiers judiciaires du président Laurent Gbagbo. Je pense que ce sont tous ces éléments mis ensemble qui ont conduit un peu à fâcher un peu les États, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, est-ce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est compétente pour intervenir dans des domaines qui touchent à la souveraineté des États? Moi, je dirais pourquoi pas, parce que d'abord, il ne faut pas oublier qu'on est en présence de juridictions régionales. Et en ce qui concerne la Cour de la CEDEAO, on est précisément en présence d'une juridiction communautaire, hein, une juridiction d'une communauté au sein de laquelle les États sont censés avoir consenti. Alors, certains transferts, ce n'est pas très correct, mais consenti certaines parcelles de souveraineté. Et donc, ça, de ce point de vue, ça ne devrait pas gêner. Et ensuite, je pense que dès lors que la Cour elle intervient sur des questions de violation des droits de l'homme, il n'y a pas lieu de considérer que parce que ça touche aux questions électorales, tout simplement, elle devrait se
décliner sa compétence et ne pas connaître de ses affaires. Je pense que ce n'est pas tout à fait ce qui est conforme au droit international, au droit international de l'ordre. Alors, j'aimerais terminer sur les opportunités de dialogue, les opportunités de dialogue des juges. Je pense qu'il y a une opportunité de dialogue des juges entre la Cour africaine et les juridictions communautaires. D'autant plus que quand vous prenez la plupart de ces juridictions communautaires, le professeur Akanji Kombe l'a bien dit, ce sont des compétences en fait dont la dimension matérielle en fait porte sur l'interprétation et l'application, principalement de la charte africaine, alors qu'aujourd'hui la juridiction attitrée en matière de droits de l'homme, c'est bien évidemment la Cour africaine. Et je pense qu'il y a là une opportunité de dialogue informel, pas de dialogue institutionnalisé qui consisterait à considérer que quand une juridiction communautaire est saisie, elle doit éventuellement renvoyer la question à la Cour africaine parce qu'on est dans le schéma de deux catégories de juridictions tout à fait autonomes et différentes. Donc, on ne pourrait pas, ça serait assez, bon, pourquoi pas, mais ça serait assez, ça serait à voir. Mais je pense que, ne serait-ce qu'un dialogue informel, oui, il pourrait s'insérer dans le sens où, de manière informelle, les juridictions communautaires, de manière spontanée, lorsqu'elles sont amenées à connaître des questions de droits de l'homme, aillent regarder un peu ce qui se fait, ce qu'a dit le juge sur la question, de sorte à avoir une interprétation harmonisée des différents droits qui sont prévus dans la charte. Et donc, je pense clairement qu'il y a là une opportunité de dialogue, effectivement, entre la Cour africaine, les droits de l'homme et les juridictions communautaires. Merci, M. Konaté. Merci beaucoup, Zongo. Merci beaucoup, Chikaya. Merci beaucoup, Akanji Kombe. Malgré la pertinence de vos propos, malgré la clarté des opinions que vous avez exprimées, le défi reste toujours celui des droits de l'homme. Et le combat reste celui-ci, et ce combat-là comporte des difficultés que vous avez mis en évidence par-ci, par-là. Un certain nombre de jeunes étudiants vont être sans doute frustrés de ne pas me voir poser toutes les questions, mais le temps imparti n'étant pas extensif, il faut bien qu'à un moment, on puisse envisager d'arrêter ce débat. Je voulais simplement demander à l'intention donc des jeunes étudiants de se mettre en rapport avec l'Académie africaine, avec Jean-Baptiste, justement pour éventuellement faire la connexion avec Jean-François Kadi, avec Blaise Chikaya, avec Zongo Martial, justement pour prolonger les débats. Pour ma part, je voudrais vous remercier pour cette chance que vous m'avez donnée pour monitorer ce débat-là, mais en même temps aller à vos écoles respectives pour comprendre un certain nombre de choses qui m'échappent ou qui ne me donnent pas l'occasion d'être véritablement appréhendées comme cela se doit. Et c'est toujours ça, la performance donc, des spécialistes de droit public, quand ils mettent leur bouche dans un débat, le concept est clair, mais en même temps, à la fin, on a tendance à penser qu'il est confus. Ils font des débats à l'extension. Et je me suis toujours posé la question de savoir un peu, en écoutant un prof de droit public, et en voyant une décision de justice rendue par une cour de justice des droits de l'homme, que ce soit en Afrique ou en Europe, où est le débat? Mais c'est dû au fait que sans doute ma petite formation de juriste privatiste ne me donne pas une largesse d'esprit pour comprendre un certain nombre. Monsieur le ministre, ne vous défilez pas, Président. Je vous colle à la peau. Je suis le seul privatiste qui tourne autour de vous. Justement, parce que les choses les plus évidentes que vous entendez, que vous dites une fois, ne sont comprises pour nous que la 10e fois. J'ai compris des tas de choses que tu m'as expliquées depuis. Et Blaise Chikaya, je vous ai entendu aussi clairement aujourd'hui, pour moi en tout cas, que les autres fois, mais c'est pas, la clarté ne vous concerne pas, elle me concerne à moi. Et j'ai découvert également la pertinence de Zongo, qui doit être sans doute un jeune chercheur dans ce domaine-là. Mais bravo pour vos prises de parole, bravo pour vos opinions, et bravo surtout à l'Académie pour ces occasions qui nous donnent donc de pouvoir disséquer un certain nombre de sujets. Je ne sais pas si Jean-Baptiste est là, qu'il souhaite prendre la parole pour clore. Jean-Baptiste, il est là. Juste pour remercier les intervenants et les participants, il faut quand même remercier, ils étaient à 300. Ceux qui sont sur Facebook et YouTube.
Et ceux qui sont sur Zoom directement, on était en tout cas à 120. Je remercie beaucoup. On se verra certainement demain à 16h, à la même heure, pour continuer la dynamique justicière de la Cour. Il y a 3 intervenants demain qui vont continuer à élaborer sur cette question. Et je vous enverrai le code des Zoom dès ce soir. Si ce opéra, je vous remercie beaucoup et je vous dis à demain.